Alors que l'ordre établi décide de faire appel à la force militaire pour gérer les manifestations, que l'American Grande a commencé à déverser ses 1000 tonnes d'hydrocarbures sur le littoral breton, que dans la France de 2019, on réactive de bonnes vieilles rumeurs moyenâgeuses de Roms mangeurs d'enfants, ce qui suffit à déclencher une flambée de violence contre toute une communauté, coucou toi, et que le monde des gamers pleure des larmes de sang sur Sekiro. Je viens de me faire tuer par un poulet. Putain de merde! De mon côté, j'ai commencé à regarder l'adaptation animée de Promise Neverland, un manga écrit par Kaiu Shurai dont c'est le premier succès et dessiné par Posaku Demisu. L'adaptation est quant à elle réalisée par le studio Cloverwork. L'histoire raconte la vie d'une bande d'orphelins vivant à l'orphelinat de Greenfield, dirigée par Maman, une jeune femme douce et attentionnée qui se consacre corps et âme à ses enfants. Il fait bon vivre à Greenfield. L'orphelinat est isolé en pleine nature où les enfants peuvent tranquillement jouer. Tout le monde est heureux, tout le monde s'entend bien et attend gentiment qu'une gentille famille vienne les chercher. Jusqu'au jour où Emma et Norman, les deux aînés, se rendent au portail lors du départ du petit Connie contre l'interdiction de maman afin de lui rendre sa peluche. Et là, il retrouve l'enfant mort, un regard atroce figé sur son visage, et surtout, il découvre des putains de démons de l'enfer dégueulasses et que l'orphelinat est une ferme où on élève les enfants pour les nourrir. Terrifié, il décide de s'échapper et commence à comploter contre maman, rejoint très vite par Ray, le troisième aîné. Promise Neverland propose un thriller psychologique implacable tout en étant un récit d'évasion matiné d'une ambiance pesante à souhait. Mais alors que le spectateur ne cesse de se demander si le plan des enfants va marcher, est-ce qu'il y a un traître parmi eux, qui de eux ou de maman aura l'ascendant, moi je ne pensais qu'à une chose en regardant l'anime. Capitalism. Je me suis alors posé cette question, Promise Neverland est-il un manga anticapitaliste ? NANI? Au risque encore une fois de me faire traiter de bobo islamo-gauchias qui pervertit la jeunesse par son endoctrinement marxiste, je ne peux m'empêcher de voir dans Promise Neverland l'une des pires confrontations entre l'enfant et le monde des adultes, ici clairement orienté capitaliste, qu'il m'ait été donné de voir. Le domaine de Greenfield est une magnifique métaphore de l'innocence et du bonheur de l'enfant. C'est un monde clos mais protégé où les seuls soucis sont les petites disputes avec ses camarades, les petits bobos du quotidien et qu'est-ce qu'on va manger au dîner. Sinon on joue, on s'amuse, on vit et de temps en temps, comme à l'école, il y a quelques examens. Mais rien de bien méchant. Le tout protégé et choyé par maman, archétype maternel proche de la perfection. Sauf qu'à la sortie de ce monde clos, le monde réel se révèle dans toute son horreur. Il est brutal, inhumain et à la merci d'un système tout puissant. Les enfants ne sont que des marchandises, du bétail, pour les démons qui semblent s'en nourrir. Le numéro tatoué sur leur cou, c'est le code barre de la marchandise. Maman assure le contrôle qualité de son élevage, produisant des produits exceptionnels. Mais vous allez me dire, mais professeur Majax, pourquoi tu nous emmerdes avec ton discours de vieux coco sur le retour? Tu te prends juste la tête. Eh bien je vais te le dire Jean-Kévin. Si on regarde bien, l'idée d'élevage, de marchandises et de contrôle qualité rappelle fortement un système d'échange purement capitaliste où le client est roi et où le profit et la qualité doivent primer. Il y a même un moment où les démons sont réunis exactement comme un conseil d'administration occupé à disserter sur l'efficacité des sites d'élevage. Franchement, c'est flagrant quand même. Surtout que cela rappelle une autre œuvre, le génialissime Invasion Los Angeles de John Carpenter, où un marginal se rend compte que la société de consommation capitaliste est là pour soumettre les hommes à une race extraterrestre qui se fait passer pour des humains et qui occupe toutes les positions sociales importantes, particulièrement celle de la finance. De plus, on retrouve l'idée dans Promise Neverland que pour assurer le fonctionnement du système, il faut garder les individus dans l'ignorance de leur aliénation afin de mieux s'en servir comme carburant pour la machine productiviste qui nourrit la classe dominante. Cette idée est théorisée par de nombreux critiques du capitalisme, le plus connu étant bien sûr Marx, pour qui le dominé est dépossédé de lui-même au profit des dominants qui le réduisent à une marchandise. Ici, ce n'est pas la force de travail, mais le corps lui-même qui est une marchandise. Et l'aliénation va plus loin quand on comprend que les mamans et les sœurs sont des enfants survivants d'élevage endoctrinés qui ont intégré la domination et la reproduisent avec joie et enthousiasme. Exactement comme les cadres d'une entreprise qui soumettent les employés aux diktats de production inhumains, alors qu'eux-mêmes sont dominés par les strates supérieures de l'entreprise. À ce propos, je vous conseille l'excellent documentaire La mise à mort du travail, surtout son épisode consacré à l'aliénation, une plongée glaçante dans les techniques de management de l'entreprise Carglass. D'ailleurs, quand j'entends Éric Gérard, chef de l'entreprise, dire ceci... Si nos salariés ne sont pas dans un environnement qui les mette dans les meilleures conditions, comment peuvent-ils délibérément, foncièrement délivrer un service qui sera exceptionnel et qui fera que nous sommes une référence? Et on a une stratégie qui est très clairement affichée et que nous voulons avoir des salariés fiers, heureux et efficaces.
et que le manga nous explique que le bonheur des enfants est là pour assurer la meilleure qualité possible de la marchandise, je ne peux m'empêcher de faire le lien. Et lorsque se met en place la révolte des enfants contre ce système, c'est une organisation collective et horizontale complètement opposée au système. On peut donc ainsi voir le manga comme une allégorie de la confrontation de l'enfant au monde des adultes capitalistes qui les élève dans un bonheur factice pour mieux les broyer ensuite. Certes, on ne mange pas les enfants, mais on les élève afin qu'ils alimentent le système de consommation, qu'ils deviennent à la fois des consommateurs et le carburant du système économique. Et la révolte d'Emma, de Ray, de Norman et des autres est le cri de l'enfance face à l'horreur du monde et qui refuse le destin préparé par les adultes. Merci d'avoir suivi ce petit édito. Pour ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas, le reste des émissions est en production. C'est simplement que j'ai pas trop le temps à consacrer. Normalement, la prochaine partie sur SNK devrait sortir très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner ou de mettre un petit like si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!